Ce qui m'épate et me choque, qui m'éclate et m'interloque, qui m'interpelle et m'étonne, qui me fascine et me façonne. C'est l'épatante apathie de ma fratrie en patrie. Soumission volontaire, boétienne et ordinaire, randonnions comme des pions, des zombies comme des bisons qui broutent et qui disent merci d'échapper à l'abattoir cette fois-ci, et qui rêvent du grand soir en ne sachant que s'asseoir. Je suis pas fan du gros bâton qui me tanne le jambon pour un horizon en carton. Ça me prend, ça me tord, je demande rien, mais j'en ai encore. Ça me fixe, je suffoque, ça me rixe et paradoxe, je persiste. Bonne brebis, car j'ai signé un crédit. Je suis un petit mouton qui lit Frédéric Lordon, Ariès, Jancovici, Desjours, Chomsky. S'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, c'est là que j'ai un super trou, vous voyez. Parce qu'en fait, j'ai oublié une phrase juste avant. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que je suis un petit mouton qui lit Frédéric Lordon, qui lit Paul Ariès et Jean-Marc Jancovici, Christophe Desjours, Jean Ziegler et Noam Chomsky. Et ça, je peux que le dire. Dois-je me taire ? C'est pathétique. S'il n'est pas nécessaire d'espérer pour enfin faire, ni de ne pas se tromper pour encore espérer, faudra bien que la politique s'insinue dans les trafics pour taper sur les mafias au lieu de s'en lécher les doigts. Elle est là, la gangrène qui tapisse le système. Faut du fric dans ton froc, si t'en as pas. Toc, 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 tu n'es plus à la page, tout juste bon pour la marge. Oui, je vous le dis comme un pote. Bon, je paraphrase Aristote, mais s'il n'y a plus de classe moyenne, la cité se peuple de hyènes, car précaire plus grégaire, c'est deux ulcères dans notre chair qui nous mènent avec une paille au banquet de quelques canailles. Je suis désolé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue donc à Cannes pour cette dernière table ronde qui sera consacrée à l'argent criminel, des cols blancs aux mains sales. Donc 4 invités, vous le savez aujourd'hui. Je vais démarrer donc par Catherine Pierce, Fabrice Risoli, Michel Coutouzi et Éric de Montgolfier. Alors, de nombreux sujets seront évoqués aujourd'hui, vous vous en doutez, vous avez, comme moi, vu ce documentaire, de nombreux sujets avant de les évoquer sur l'état de la mafia, de la criminalité, de la corruption, d'évoquer également les solutions et les relations entre la mafia, les politiques, les fonctionnaires d'État, dans le monde, en France et sur la Côte d'Azur. Nous y viendrons évidemment. Je voudrais démarrer par un premier tour de table sur ce documentaire et démarrer par le consultant italien Fabrice Rizzoli, donc qui avait coordonné et puis accompagné ce documentaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces quelques images que vous venez de voir? Tout d'abord, je voudrais juste faire un tout petit point de présentation parce que je ne vois pas pourquoi tout le monde me connaîtrait. Et je voulais vous dire que je suis docteur en sciences politiques à la Sorbonne sur les mafias italiennes. Et que c'est pour ça que je peux parler de ce thème un tant soit peu de manière scientifique. Accessoirement aussi, je représente une association, FLAIR, Freedom, Legality and Rights in Europe, qui défend la société civile et les droits fondamentaux contre le crime organisé. C'est-à-dire la société civile peut faire sa part contre ce phénomène. Accessoirement, elle peut par exemple informer,
Et aujourd'hui, quand on dit consultant, ce n'est pas le métier de consultant comme avocat d'affaires, parce que normalement, ça devrait être réservé à cela. C'est donc que des journalistes m'ont demandé sur la partie italienne ce qu'on pourrait faire pour comment dire, illustrer les mafias, l'argent sale, etc. Alors, je réagis pour dire que la première partie du documentaire est très bien. Il y a une espèce de diagnostic sur l'Italie, sur les mafias. Il est, quand on s'arrête à la 18e minute, un peu catastrophisant, c'est-à-dire qu'il vous donne une vision apocalyptique. Et nous reviendrons sur le fait que, en réalité, l'Italie, c'est le pays de la mafia et de l'anti-mafia, et que, par exemple, dans l'autre partie du reportage, il y a des messages d'espoir, des messages positifs et des solutions. C'est le message que je voulais envoyer tout d'abord. Alors, Michel Coutuzzi, vous êtes historien, vous êtes chercheur, vous êtes consultant. Qu'est-ce que vous inspire ce documentaire, cette première partie de documentaire? La première partie ne m'inspire pas grand-chose, dans le sens que c'est une réalité qu'on côtoie et qu'on connaît depuis bientôt 2 décennies. Et moi aussi, je voudrais aller un peu au-delà pour dire que le problème qui est posé, il est juste annoncé au moment où cette partie du film se termine. Et donc, pour faire le joint, pour montrer où on en est aujourd'hui, je ne vous donnerai qu'un seul exemple qui ne concerne pas l'Italie, qui concerne le Vietnam. Il se trouve absolument à l'autre côté du monde. Le Vietnam a beaucoup d'investisseurs, beaucoup de monde investit au Vietnam. Mais quel est le plus grand investisseur au Vietnam? Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas les États-Unis, c'est les îles Vierges. Voilà un pays qui a un régime plutôt autoritaire, qui s'ouvre actuellement au marché, et pourtant, la plus grande partie des investissements sur place se font à travers une petite offshore, une petite île à l'intérieur d'un petit archipel où le nombre de banques et le nombre de sociétés fiduciaires est bien plus important, c'est le triple, de sa propre population. Donc, en commençant le film comme ça, il faut le terminer comme ça, parce que lorsqu'on parle de participation du crime organisé dans l'économie, lorsqu'on parle de corruption, lorsqu'on parle de phénomènes d'interaction qu'on peut tout simplement appeler cuve commune d'intervention, cuve commune financière, nous arrivons à la réalité d'aujourd'hui. Et cette réalité d'aujourd'hui doit être analysée non pas par rapport seulement à la lutte contre le crime organisé, mais surtout aux mécanismes nécessaires pour contrôler, si vous voulez, les mécanismes financiers qui permettent cette osmose. Alors on va y revenir évidemment au cours de ce débat. Éric de Montgolfier, vous avez été procureur de Nice. Qu'est-ce que vous inspire ce documentaire? Vous terminez d'ailleurs cette première partie. Oui, mais les choses se passent assez peu à Nice, finalement, en voyant le documentaire. Ce qui me gêne un petit peu, d'ailleurs, parce que je le trouve à la fois glaçant pour les conséquences qu'on imagine à l'échelle du monde et rassurant pour ce qui concerne peut-être notre pays. Peut-être trop rassurant, mais c'est sans doute parce qu'on a choisi un prisme qui est extrêmement réducteur. La mafia. C'est le crime organisé, mais on l'a bien indiqué à un moment donné que c'est l'échelon supérieur du crime organisé. Il faut qu'on fasse attention d'ailleurs, parce que le mot mafia a un sens très, très particulier. J'ai vu que dans le débat politique récemment, M. Fillon l'avait utilisé contre les procédés de son adversaire, et je me suis dit, c'est à la fois flatteur et un abus de langage. On ne peut pas dire ça sans prendre le risque justement de banaliser le crime organisé. Donc ce qui me gêne dans le documentaire, c'est précisément ce choix. Et je me disais, mais la mafia, je ne l'ai peut-être pas rencontrée, parce que qui sait, quand il a rencontré la mafia dans sa vie professionnelle, ce que j'ai rencontré, c'est le crime organisé, y compris à Nice, où il y a quand même, on parlait du Belge tout à l'heure, mais il y en a eu d'autres qui ont eu des noms approchants. Il y a un milieu à Nice, on ne peut pas l'oublier, comme dans toute grande ville, là où circule l'argent, il y a un milieu, avec des pratiques, on l'évoquera sans doute un peu plus avant,
comment dirais-je, le rapprochement entre la politique et ces pratiques de crime organisé, mais le documentaire est une mise en bouche, mais ça ne peut pas être pour nos débats la totalité de ce qui nous intéresse. Merci. Catherine Pierce. Oui, moi, comme je dirais que ce début de documentaire est absolument glaçant et vient contredire un petit peu ce que je disais hier. Tous pourris. Tous pourris et danger pour la planète. Bon, alors effectivement, comme vous, monsieur le procureur, je remarque que la France est exempte de mafia. Il n'y en a pas en France. On a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance, mais bon, j'ai eu peu l'occasion finalement de me frotter au crime organisé, mais malgré tout, un petit peu tout de même, notamment quand j'étais à la cour d'appel à Paris, et il existe notamment autour du trafic de stupéfiants, et on a un petit peu l'impression, et ça vous allez nous le préciser, que l'ensemble du trafic de stupéfiants est entre les mains des mafias. Alors, vous allez nous dire si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mais enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est effectivement ces crimes organisés à Paris et autour de Paris, dans les banlieues parisiennes, qui utilisent à l'évidence, c'est ce qui nous apparaissait en tout cas dans les dossiers, les méthodes que nous venons de voir à l'instant. Fabrice Rizzoli, Éric de Montgolfier a mis le doigt sur un point important, la différence entre la mafia, le crime organisé, les corruptions. Vous pouvez peut-être nous éclairer là-dessus, sur ce point? Oui, tout à fait. Même dans mon ouvrage, le petit dictionnaire énervé de la mafia, je suis obligé de faire une entrée à définition, mafia au singulier, mafia avec un S, tellement il faut clarifier le débat. Quand on est un chercheur, qu'on a fait des études, qu'on a lu la géopolitique, la sociologie, je voulais juste dire que si on peut faire ça en Italie, c'est parce que l'Italie est une démocratie, dans les régimes totalitaires on n'a pas de source, qu'il y a une tradition anti-mafia, que donc il y a une trentaine, quarantaine de livres qui sortent par an, et que si on a pris le prisme, par exemple, pour débuter le reportage, qui n'est pas que sur l'Italie tout au long de ce reportage, c'est parce qu'on peut au moins enquêter en Italie. Par exemple, en France, on manque cruellement de sources, par exemple. La définition universitaire, c'est que si vous voulez qu'il y ait mafia, il faut qu'il y ait violence érigée en système. Les mafieux ne peuvent pas régler leurs conflits devant les tribunaux, ils refusent l'état de droit, ils sont donc contraints, si je puis me permettre, d'utiliser la violence et de régler leurs conflits avec la violence. C'est complexe. Ils font du consensus social. Je le dis d'une manière, fun à mes étudiants. Les mafieux se lèvent chaque matin et n'ont qu'une obsession, c'est d'être aimés. Comment font-ils? Ils distribuent des faveurs. Parce que le contexte territorial, économique, politique fait que le mafieux peut donner des choses que l'État de droit devrait donner, puisqu'on paye des impôts pour ça. Le troisième point, c'est l'accumulation du capital. Alors là, on vous l'a montré avec la drogue, et je vais vous répondre. Je dirais simplement que la drogue est le premier facteur d'accumulation du capital de toutes les organisations criminelles, de loin, que les mafias sont les mieux placés pour le faire, mais que ce ne sont pas les seuls, de loin aussi. Ce capital, depuis toujours, il est infiltré dans l'économie légale, par le blanchiment, mais pas seulement. C'est la scène dans Le Parrain, dans Le Parrain 2, où il commence à être un petit caïd de quartier, il éprouve le besoin d'ouvrir une société d'import-export d'huile d'olive. Il y a le prestige, il y a l'accès aux fournisseurs, aux banques. C'est génial, l'économie légale, quand on est un mafieux. Le quatrième pouvoir, c'est le conditionnement de la vie politique. Pas de mafia si on n'est pas capable de parler d'égal à égal aux politiciens, d'obtenir des appels d'offres, etc. Et enfin, le facteur discriminant, et le reportage est très très bien pour ça, parce qu'il interviewe Francesco Forgione, le contrôle du territoire. Pas de mafia sans contrôle du territoire. Le mafieux contrôle d'abord toutes les activités, il tente toutes les activités économiques de son quartier, d'avoir toutes les informations, contrôle de la population. Il n'y arrive pas forcément, mais c'est ça le cœur du pouvoir mafieux. Une fois qu'on a dit ça, c'est l'universitaire. Mais de plus en plus, pour comprendre la puissance de la mafia, il faut dire que le mafieux n'est pas seul, j'ai commencé à le dire, il agit dans un vaste réseau de complicité. C'est pour ça que ça rentre dans le critère d'aujourd'hui avec corruption et col blanc. Juste un mot, la meilleure définition de la mafia, c'est Umberto Santino, sociologue italien, qui dit la mafia est un corps social. La mafia plus les complices forment un corps social, la bourgeoisie mafieuse. Vous aurez remarqué qu'il est marxiste comme Francesco Forgione. Michel Coutouzi, vous avez le sentiment que cette mafia elle est beaucoup plus complète, beaucoup plus complexe, cette corruption, elle a évolué au fil des années? Oui, je crois que
je crois que ça serait une lacune de ne pas indiquer que nous avons non seulement une accumulation du capital, mais nous avons une accumulation de mafia et une accumulation d'organisations criminelles. Et pour l'enquêteur, les années 80, c'est un souvenir lointain et idéalisé, parce que c'était le moment où il savait à peu près comment étaient et quelles étaient les mafias. Il avait en tête la première partie de la carte. Il disait, voilà, nous avons les mafias italiennes, nous avons les triades, nous avons les babas turcs, nous avons les cartels. Depuis cette époque, utilisons un euphémisme, le trafic et l'organisation criminelle s'est démocratisé. Nous avons aujourd'hui des mécanismes et des phénomènes criminogènes et des nouvelles structures criminelles qui sont très actives et qui s'ajoutent à celles qui existaient déjà. On ne peut pas dire, avant il y avait les mafias, aujourd'hui nous avons des généraux thaïlandais, des hommes d'affaires russes, le corps d'armée birman, où nous avons des hommes politiques qui basculent complètement dans l'illégal. Non, nous avons tout ça, plus les anciennes mafias. C'est-à-dire qu'en plus, ces mafias elles-mêmes ont connu des mécanismes de démocratisation. Le trafic de la cocaïne, par exemple, nous avions affaire déjà dans les années 80 à 2 voire 3 organisations. Ils ont été combattus, on a frappé très fort les cartels, le trafic s'est démocratisé. Aujourd'hui, nous avons affaire avec des centaines et des centaines de gentleman farmers. Le trafic s'est délocalisé. Nous ne parlons plus de la Colombie, on parle du Mexique. Il s'est globalisé, dans le sens où avant, il y avait 2 puis 3 pays qui étaient concernés par le trafic de cocaïne. Aujourd'hui, il y a tout un continent. Et dans ce continent, il y a un partage des tâches. Il y a des pays qui blanchissent, il y a des pays qui travaillent, qui transportent, il y a des pays qui sont des intermédiaires, il y a des pays qui stockent. Et que chaque fois, cela se fait sur l'accord des intermédiaires et sur l'accord des organisations. Pour aller à quelque chose d'encore plus important, vous avez des organisations criminelles qui rencontrent d'autres organisations criminelles. Parlons par exemple des cartels, mais dans leur aspect démocratique, c'est-à-dire parler de cartels, mais 40 cartels qui rencontrent le crime organisé russe. Et dans une réunion à Vienne, on se dit, vous avez le produit, nous avons une population captive, on partage des bénéfices. Du coup, non seulement nous avons des nouveaux marchés, mais nous avons aussi des nouvelles voies. Les voies elles-mêmes permettant la reconnaissance mafieuse de ceux qui font bien leur travail. Quand on fait bien son travail sur un produit, par exemple, comme au Maroc, les autres organisations criminelles viennent et disent, bon, puisque vous savez très bien passer cela, vous pouvez aussi passer autre chose. Et donc, nous sommes dans des mécanismes polyethniques, polyéconomiques, tout se mélange, et donc ce serait une erreur aujourd'hui d'axer son regard uniquement sur les 5 ou 6 forces criminelles traditionnelles. Catherine Pierce, finalement, on se rend compte que la mafia prospère et qu'elle ne connaît pas la crise ? C'est certain, et on a là surtout l'impression que maintenant la mafia, il y a une véritable entente entre les différentes mafias pour être encore un peu plus puissante. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'entente de joint venture sur des affaires. Je t'apporte la cocaïne, tu m'aides à blanchir, ou tu m'apportes les clients, oui. Ce qui suppose donc une reconnaissance de l'un à l'autre, et ensuite... Donc elles jouent un rôle, ces mafias, dans l'économie ? Non, simplement, je veux dire, c'est comme dans l'économie, vous avez vous avez de la coopération, vous avez du conflit, vous avez de la guerre. Il y a de la guerre, parce que ce qu'on a vu là, c'était de la guerre. Vous avez de tout, oui. Bien sûr. Hein? Vous avez tout ça, plus leur symbolique, c'est-à-dire pour éviter la guerre, pour éviter l'association, pour éviter d'aller au-delà, ou pour stopper, ou pour faire avancer un processus. Il n'y a rien, tout est exactement comme dans l'économie. Aujourd'hui, les organisations mafieuses ont des compagnies d'assurance qui assurent leurs produits. Je vais aller de Bangkok à Taïwan, je vais aller de Bangkok à Sydney ou à Dar es Salaam,
eh bien, il y a des structures qui assurent le fait que votre marchandise va aller d'un endroit à l'autre. Fabrice Rizzoli. La chose dont je suis le plus fier, c'est d'avoir mis le journaliste de ce reportage sur la piste du légal-illégal. Il le dit à un moment, c'est pas moi qui lui ai dit de le dire, et la frontière entre le légal et l'illégal a disparu, etc. Il le dit, voilà, si vous faites appel à des sociétés d'assurance, si vous faites appel, de manière très classique, à des sociétés de transport, d'import-export, etc., c'est tout un système qui se retrouve corrompu. On est dans le débat. Précisément, c'est pour ça aussi que j'ai voulu définir ce que c'était qu'un col blanc dans mon livre, alors que par rapport à la mafia, ça paraît pas évident. Mais si, sans le col blanc, sans le banquier complice, il n'y a pas que les banquiers, je ne veux surtout pas stigmatiser, mais sans le géomètre qui fait un faux rapport pour construire l'autoroute comme ceci, ou sans les professions libérales, ils ne sont rien. Et dans la définition des cols blancs, ce qui est le plus intéressant, c'est que ce sont des sociologues américains, encore des sources universitaires, qui regardent ce qui s'est passé pendant les années 30, suite à même avant la crise, etc., ils se rendent compte que les cols blancs sont des gens de la société légale, d'un certain niveau intellectuel et professionnel, et que de par leur métier et leurs opportunités, ils font des activités, ils commettent des délits de manière systémique, de manière naturelle. Parce que, par exemple, à l'époque de ces analyses, ils sont allés creuser dans les archives des grandes banques et des sociétés d'assurance, ils se sont rendus compte que c'était bien faire son travail que de flouer le client, etc. Et c'est marrant, c'est ce qu'on semble dire de l'origine de la crise, cette crise-là, plus celle de 1929. Éric de Montgolfier. Ce qui est frappant en vous écoutant, c'est qu'on a l'impression que finalement le crime a chaussé les pantoufles de la légalité. Il s'inscrit dans les apparences de la légalité. Quand vous parlez des banquiers, on ne va pas globaliser, on était d'accord là-dessus, et on le sera toujours. Il y a des bons banquiers, j'imagine. Je ne sais pas encore ce que c'est qu'un bon banquier, mais je pense qu'il y a des banquiers qui s'inscrivent pleinement dans la légalité, compris l'assurance, etc. Mais je veux dire, c'est le propre même du crime. Le crime organisé poursuit la richesse à travers un certain nombre de moyens. Mais à un moment donné, cette richesse, il va bien falloir la recycler. Ça ne sert à rien d'avoir des tonnes d'or dans ses coffres si on n'en peut rien faire. Donc il est naturel, allais-je dire, que les organisations criminelles investissent justement dans les circuits économiques les plus traditionnels, quitte à les corrompre. Mais on voit bien aussi, de ce que vous disiez il y a un instant, qu'il y a eu une espèce de transmutation. Vous nous parlez d'institutions qui sont devenues mafieuses, en définitive. Il y a les mafias qui s'inscrivent dans les institutions et les institutions qui s'inscrivent dans le crime organisé. Vous voulez préciser, M. Rizzoli, avant de passer la parole à Michel Coutoussi, parce que je sais que vous avez des exemples précis à nous livrer. Michel Coutoussi. Je crois que vous vous référez à la Turquie, peut-être. C'est cela, oui, voilà. Je voulais parler de la Turquie. Alors, pour donner un exemple, dans les années 90 en Turquie, comme corps social, je trouve très juste cette définition, il y avait en Turquie les partis politiques, certains partis politiques, il y avait les babas turcs, ça veut dire 5 mafias turques, 5-6 mafias exactement localisées géographiquement, exactement comme en Italie. Et puis, il y avait un secteur financier, une partie du secteur financier qui était une joint venture entre le crime organisé et les hommes politiques. Et par rapport à ça, il y avait un mécanisme politique qui concernait tout le monde, de l'extrême gauche à l'extrême droite, des loups gris au PKK, des Kurdes féodaux aux partis traditionnels, sociodémocrates, libéraux, etc. Et donc il y avait un clientélisme, la mafia garantissait le vote des populations, elle avait des permis pour construire, et dans ces immeubles immenses qu'elle construisait, on logeait les électeurs. Donc chaque parti avait un quota d'habitation. Et donc, celui qui avait le plus grand quota était aussi le plus populaire. Or, il y a eu un tremblement de terre. Et à Istanbul, rien n'est tombé. Des bâtiments qui avaient 2000 ans d'histoire, ils sont toujours là. Par contre, ces bâtiments, ils se sont tous écroulés.
Ce qui a donné comme chiffre quand même tragique est de presque 18-20 000 morts. C'est-à-dire que tout cela fonctionne très bien, tout le monde trouve son intérêt. Si rien n'arrive de grave, on peut toujours dire, bon, ça participe à l'économie. Or, la malversation, comme on a vu sur l'autoroute, qui est le résultat de cette alliance non dite entre les uns et les autres, si quelque chose va mal, eh bien, les immeubles s'écroulent et nous avons des victimes. Et je donnerai un tout dernier exemple, tout nouveau, tout frais, c'est la construction des autoroutes en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, le crime organisé a mis la main sur la construction des autoroutes, et par ailleurs, ce même crime organisé, qu'il soit italien, qu'il soit de l'île Maurice, mauricien, d'une certaine manière, a aussi le marché des déchets. Et ça, depuis à peu près une vingtaine d'années. Conséquence, on s'est rendu compte que c'est vrai qu'on a eu des appels d'offres pour construire des autoroutes et qu'elles ont été honorées, sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que les talus sur lesquels reposent les autoroutes, c'est des déchets toxiques. Et ça, sur des milliers de kilomètres. Et que donc, il y a toujours un prix à payer, même si au début, on croit que tout ça est dans une certaine rationalité. Boris Rizzoli, vous complétez. Pierre, peut-être d'abord. Juste une réaction dans votre exemple turc. Est-ce qu'on peut en conclure que les mafias, qui ont effectivement, qui sont alliés aux partis politiques, qui ont leurs électeurs, qui construisent des logements pour leurs électeurs, finalement n'ont aucun respect pour ces électeurs et n'ont aucun respect pour ces gens qu'ils protègent et qui vont voter pour eux et qui vont participer finalement de leurs crimes, puisque, tant pis, on construit des logements qui sont prêts à s'écrouler au premier tremblement de terre. Vous répondez, Michel Coutouzi? Question qui mise sur ma naïveté, ou la vôtre, je pense. Non, pas du tout. Non, mais je pense que lorsque nous avons... Oui. Non, je pense que très peu de miracles économiques, voilà, dans celui de la Turquie, et se fait de manière tout à fait rationnelle. Et puis si plus loin, quand on discutera sur les effets justement du blanchiment, on verra que, sur ce qu'on dit que le blanchiment, c'est après tout l'insertion des capitaux à l'intérieur d'une économie légale, et après tout, on a besoin de ces capitaux, je vous dirais que dans la vision du trafiquant ou la vision du mafieux, c'est d'insérer ces capitaux. Sa logique, ce n'est pas une logique qui permet le développement rationnel. Non, mais c'est aussi lui, ce qu'il veut, c'est autre chose. C'est pouvoir dire qu'il a un hôtel, par exemple, sur la côte africaine de Malindi, qui amène un bénéfice annuel de 2 millions de dollars, tandis qu'il est vide du matin jusqu'au soir, pour pouvoir justifier ces 2 millions de dollars chaque année. Et donc, la région entière va être condamnée, l'hôtel ne sera jamais fonctionnable, il ne va jamais fonctionner, mais bien sûr, le mafieux aura, lui, son certificat d'avoir gagné cet argent de manière légale. Fabrice Rizzoli. Je vais répondre à la question, parce que c'est vraiment le cœur du problème. Les étudiants me disent, parce que je leur raconte, les déchets à Naples, etc., alors je leur explique, vous avez une vision en France naturelle, les poubelles ne sont pas ramassées à Naples, on pourrait expliquer le mécanisme, donc les Italiens ne savent pas gérer. Mais qu'est-ce qu'on se rend compte des enquêtes des magistrats italiens de l'antimafia, des commissions parlementaires sur le trafic de déchets en Italie? On se rend compte que si les décharges sont pleines à Naples, c'est parce que les déchets non pas ménagers, les déchets toxiques qui devraient être recyclés par les PME très dynamiques du nord de l'Italie et du centre, sont placés par les mafieux, en accord avec les entrepreneurs, dans les décharges légales. C'est ça qui a surchargé les décharges légales. Alors là, les élèves me disent, mais comment ça se fait que les mafieux, ils empoisonnent le sol, il y a des scandales alimentaires, etc. Comment ils font vis-à-vis de leur population, hein? Si, je leur dis à Palerme, dans les quartiers populaires, les mafieux coupent l'eau et l'électricité et raquettent les plus pauvres, écoutez bien, les plus pauvres, de 20 € pour rétablir l'eau et l'électricité. On a des affaires comme ça, vraiment. Hein. Où est le tour de magie? Où est le tour de magie qui fait que le mafieux sur le territoire arrive à dire que c'est pas de sa faute et que c'est lui qui gagne? Dites-nous. Ben parce que à qui incombe la mission d'apporter l'eau, l'électricité et de récolter les déchets? À l'État.
Alors le mafieux sur le territoire arrive à faire ce tour de magie exceptionnel de dire que la défaillance vient de l'État et que lui apporte une espèce de solution. Fausse, fallacieuse, etc. C'est donc bien une fois une responsabilité à retourner du point de vue des puissants, des élites et de l'État, qui, eux, doivent faire le travail pour lutter efficacement contre la mafia. C'est le cœur du sujet, on y vient tout de suite. Cette mafia prospère aussi parce qu'elle est cautionnée par l'État, les politiques, les fonctionnaires d'État. En tout cas, elle est fidélisée, elle est structurée dans la plupart des pays. Fabrice Rizzoli. Je vais répondre sur l'Italie. La documentation française m'avait demandé un article sur l'emprise de la mafia et sur le monde politique. C'est pas tous les politiciens, c'est pas du tout ça. Là, je rejoins vraiment Monsieur le procureur dans la définition. Si tout est mafia, rien n'est mafia. Et si tout le monde est pourri, on a une vision totalement fausse du monde et on peut pas lutter contre. Non, les mafieux se comportent comme des acteurs politiques. Ils utilisent la violence. Normalement, c'est réservé à l'État. Ils participent aux suffrages électoraux, encore qu'on n'a pas d'études scientifiques, mais on a des indicateurs. Ils font du consensus social, ils rackettent les activités économiques, comme l'État, mais de manière légale. Ils prélèvent un impôt officieux, donc c'est des acteurs politiques. En échange, certains politiciens, une certaine classe politique, produit du fait mafieux. Ils se comportent comme les mafieux. En ne voulant pas mettre en place le mandat d'arrêt européen pour la corruption, le blanchiment, en faisant des amnisties fiscales, tous les fonds que vous avez placés à l'étranger, donc pas seulement les mafieux, mais aussi l'évasion fiscale du citoyen, vous pouvez les ramener moyennant 10% de redressement et l'anonymat. C'est bien pour l'entrepreneur qui, lui, a payé au moins 50% d'impôts. Puis en plus, c'est pas incitatoire. Ça, c'est des décisions au niveau national qui ne sont pas forcément dirigées vers le mafieux, mais qui est électoraliste. Voilà. Il y a les déclarations. Quand vous avez un ministre des Travaux publics, à peine nommé en 2001, qui dit « Ma foi, la mafia, elle a toujours existé, il faut cohabiter avec ». Bon, c'était le maire de Parme, ses adjoints étaient condamnés pour complicité avec la mafia napolitaine, c'est un détail. Mais si on doit cohabiter avec, alors je propose qu'on arrête tout de suite la lutte. Tout de suite. Je propose que vous fassiez plus d'études. Je propose que monsieur le procureur ne fasse plus son travail et que moi aussi je ne fasse pas mon livre. Hein, c'est pas la peine, pourquoi lutter? Et ça, c'est là que la vraie complicité, en plus des complicités locales, d'appels d'offres, etc. Alors on va parler des outils et des moyens, mais je voudrais poursuivre sur ce sujet, sur les liens entre la mafia et les politiques. Éric de Montgolfier, ça doit peut-être vous parler sur la Côte d'Azur, non? Je ne sais pas pourquoi vous êtes fasciné par ce qui se passe ici. Il ne se passe rien. Parce qu'on est à Cannes, sur la Côte d'Azur. Moi, je lis les journaux, je vois qu'il ne se passe rien, donc il n'y a pas de problème. Non, ce qui me frappe, c'est le lien qu'on peut faire entre les pratiques. Et je vous écoutais parler des ordures ménagères, et je me rappelais qu'étant procureur à Chambéry il y a quelques années, j'avais eu à poursuivre 2 élus locaux qui avaient accepté que les déchets toxiques provenant d'une grosse usine locale, tout cela avec la bénédiction du préfet, soit entreposés pour y faire une zone d'activité prioritaire, ZAC ou je ne sais quoi. Et je me dis, mais alors qu'est-ce qui va les différencier? Ils vivent, les institutions et les criminels, dans la même illégalité. Et quand on arrive à faire le rapprochement des deux, est-ce qu'il n'y a pas un sérieux problème de lisibilité démocratique ? Michel Coutouzi, sur ce sujet-là? Oui, ce que je vais ajouter, c'est que nous sommes devant des processus. Et donc, ça peut être, dans certains endroits, ça peut être pire, dans d'autres endroits, c'est un peu mieux. Dans certains endroits, il y en a très peu, c'est juste des signes annonciateurs. Mais j'ai toujours insisté sur le fait que c'est la notion même d'état de droit, rule of law, c'est plus juste peut-être que l'état de droit, qui est aujourd'hui en cause. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce qui se passe au Mexique, c'est une perte évidente du contrôle territorial et des institutions au profit de 5 clans, de 5 cartels, de 5 groupes mafieux évidents, qui, d'une manière ou d'une autre, imposent leur vision du monde,
qui est une vision très violente, qui est une vision du contrôle du territoire dans lequel tout le monde doit s'incliner, et dans lequel l'État envoie ses bataillons les uns après les autres, et que ces bataillons font la preuve de leur incapacité et montrent à quel point ils sont corrompus, et que donc, une après l'autre, les forces de l'État, en commençant par la police, puis c'est pas la police, c'est la gendarmerie, puis c'est pas la gendarmerie, c'est l'armée, puis l'armée, c'est plus l'armée, ça doit être la marine. C'est-à-dire qu'on cherche toujours le corps qui sera possible de moins corrompre, et puis, en conclusion, nous arrivons à une incapacité de contrôler le crime organisé. Alors, bien sûr, c'est le pire des exemples. Je ne dis pas que l'ensemble du monde fonctionne comme ça. Ce qu'on peut dire, par contre, c'est que le fait de faire semblant que ce problème n'existe pas, par exemple, pour les Américains, le problème du Mexique n'est pas là. Le problème du Mexique, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la cocaïne qui transite par le Mexique et qui vient chez nous. C'est même pas le fait que ces groupes organisés, ces clans, ces cartels sont armés par des armes américaines. Et qu'aujourd'hui, en nombre de puissance de feu, les cartels mexicains, c'est la 7e ou la 8e armée du monde. Alors ça ne leur préoccupe pas non plus. D'une certaine manière, donc, il faut savoir quelles sont les priorités. Comment on gère un problème, comment on répond à ça. Et c'est ça qu'on ne fait pas pour l'instant. Alors, on n'en pas là, Éric de Montgolfier, de la situation mexicaine en France, mais vous n'avez pas, pendant vos 10 années à Nice, ressenti aussi ce début de crime organisé ou de corruption organisée? Vous n'allez pas me faire croire ça, quand même. Non, mais, ah bon? Vraiment? Mon Dieu. Non, c'est parce que c'est plus exactement le même sujet. Si vous parlez d'une corruption organisée... Moi, j'ai un petit peu peur, finalement, de l'aveuglement de ce qu'on pourrait appeler nos élites républicaines, qui semblent s'inspirer d'un adage que je déteste, la fin justifie les moyens. Alors, on nous explique que la démocratie, ça exige, finalement, beaucoup d'argent. Bon, on n'est plus au stade des préaux, j'en conviens. Il faut des sondages, paraît-il. Il faut beaucoup de choses. Enfin, aujourd'hui, se faire élire, ça coûte cher. Alors, l'argent, on le prend où? Ou bien les électeurs se pressent en masse et donnent volontairement des subsides aux partis, ce qui n'est pas, je crois, en général ce qui se passe. L'État donne sa part en fonction du nombre d'élus. Et puis, il y a des restes, si j'ose dire. Il y a un gros reste. Où prend-on l'argent? Alors, c'est vrai que... Je me suis posé la question à travers un certain nombre de marchés publics et j'ai dû poursuivre à une certaine époque le directeur général des services de la ville de Nice. Mais ce n'était pas la mafia, c'était un groupe d'intérêts, on va l'appeler comme ça gentiment, mais qui trouvait sa source. C'était intéressant parce que l'un des protagonistes était le rédacteur du fameux rapport Tibéri dont on avait beaucoup parlé. Donc vous voyez, on trouvait quelques sources dans la région parisienne, on trouvait une franc-maçonnerie tout à fait agissante qui constitue aussi un lien. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un lien de nature criminelle. Je dirais que c'est un lien qui peut être dangereux quand il s'épanouit dans l'obscurité. C'est pour ça que j'y suis hostile de ce point de vue-là. Mais on voit bien que le marché public, le plus souvent, c'est le moyen pour la classe politique de se procurer de l'argent. Alors c'est extrêmement difficile à démontrer, sauf à avoir une écoute avec des gens extrêmement bavards, ce qui fut le cas à cette époque. J'ai pas toujours eu cette chance. Parfois, vous avez un adversaire politique qui vient vous dénoncer celui qu'il n'aime pas dans son propre camp et qui vous donne des éléments. Après, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Est-ce que je tends mes filets et puis j'attends que les élus tombent? Alors, évidemment, c'est bien pour la justice, on va compter les morts, regarder comme les brillants, etc. Mais en même temps, l'argent, c'est de l'argent dépensé, c'est de l'argent perdu pour la collectivité. Donc c'est vrai, plusieurs fois, j'ai fait le choix d'écrire Hubert, par exemple, pour lui dire, attendez, moi, tel marché, je le considère, je le regarde, et je vois bien qu'il y a un problème.
Alors c'est simple, ou bien on arrête, ou bien ceux qui participent vont se retrouver poursuivis et le marché sera frappé de nullité. Voilà. J'ai eu la chance parfois d'être entendu. Et ça donne l'impression que je ne fais rien, j'en conviens. Mais j'ai fait l'essentiel. Éviter le crime. Tant qu'on attendra des magistrats de ce pays qu'ils sanctionnent le crime, ce sera aussi admettre qu'il faut que le crime se déroule pour qu'enfin il triomphe. Fabrice Rizzoli. Oui, plus que des complicités extrêmement systémiques de la part des politiciens, dont je ne crois pas qu'ils soient majoritairement corrompus, particulièrement en France. Je pense que pour beaucoup, pour X raisons, je ne sais pas, n'ont pas pris la mesure du phénomène et n'ont pas proposé de réelles avancées, bon, il y en a eu quand même, pour lutter contre le crime organisé, la corruption, etc. Bon, j'en veux pour preuve que sur la Côte d'Azur, enfin, qui nous concerne, le rapport d'Aubert de 92 faisait déjà l'état d'une certaine situation de risque d'infiltration mafieuse et que depuis, peu de choses ont été faites pour lutter contre. Par exemple, sur le Cap d'Antibes, la villa qui appartenait à un boss, plutôt un courtier de 2 mafias italiennes, la justice italienne voulait la saisir dans le cadre d'une confiscation administrative préventive. Évidemment, la justice française a d'abord dit non, puis ce fut quand même une grande réflexion, chambre criminelle, etc., pour donner son accord. Mais c'est finalement toute la jurisprudence qui a dû se mettre en place pendant des années pour que finalement cette villa au Cap d'Antibes soit confisqué parce que ce monsieur est un courtier professionnel déjà condamné de manière définitive pour trafic de stupéfiants pour les mafias italiennes. J'en veux pour preuve les derniers cas d'infiltration où on n'a pas su détecter des choses qui étaient détectables, c'est-à-dire des chantiers qui ont été accomplis par la mafia calabraise à Menton, alors que ces gens-là étaient déjà condamnés de manière définitive par la justice italienne dans les années 80 pour trafic de stupéfiants, pour avoir hébergé un mafieux en cavale, c'est-à-dire qu'héberger un mafieux en cavale, on est dans le système, un mafieux de haut rang en plus. Hein. Donc je sais bien qu'on ne peut pas refuser un appel d'offres là-dessus. Je dis qu'on n'a pas mis les moyens proactifs en amont. On va parler des moyens. Pour lutter contre ce type de phénomène. Alors, malgré tout, cette infiltration de la mafia italienne, vous n'êtes pas catégorique, elle ne s'est pas installée sur cette région, cette partie de la France, le sud-est et la Côte d'Azur. On manque beaucoup Éric de Montgolfier va répondre tout à l'heure, mais... Ouais. Non, je manque de sources, je vais vous dire des faits. 30 mafieux de haut rang arrêtés en France ces 30 dernières années, 20 c'est de Marseille à la frontière italienne. Donc il y a un terreau. Vous l'expliquez comment? Par la géographie seulement? Alors la France est je ne l'ai pas inventé, hein, mais j'ai fait une étude pour la Commission européenne. La France est un lieu de repli et de blanchiment. Il faut voir que pendant longtemps, des guerres sanglantes avaient lieu entre les clans, par exemple calabrais, et qu'ils sont venus se mettre au vert, certains. Les De Stefano, notamment, dans les années 80, et ils ont essaimé aussi en captant une partie de la diaspora. C'est pour ça qu'on a plus de mafia calabraise que de mafia sicilienne. Et enfin, la France est une terre de blanchiment. C'est-à-dire que le peu d'études qu'on a à notre disposition montrent qu'il y a des intérêts économiques de ces clans et des autres mafias. Mais une fois encore, je manque de sources pour les mafias russes, par exemple. Catherine Pierce. Une interrogation. Bon, effectivement, vous avez l'air de dire que finalement, il y a peu de faits mafieux dans cette partie de la France. Bon, comment est-ce que vous qualifiez ce qui est en train de se passer à Marseille? Avant-hier encore, on en est au 28e mort. Un gamin de moins de 25 ans dont on dit qu'il est mort dans le cadre finalement de trafic de stupéfiants. Comment est-ce que vous expliquez ce qui se passe en Corse, où on en est là aussi à un certain nombre de cadavres de Corse, entre eux. À Marseille, c'est entre eux. Donc, qu'est-ce que c'est si ça n'est pas quand même un phénomène... Enfin... Non, mais j'ai pas dit ça. Hein. J'ai dit qu'il fallait pas voir la pieuvre partout, etc. Mais j'ai donné un certain nombre de faits. 30 mafieux arrêtés en 30 ans, 20 sur la Côte d'Azur. Enfin, c'est déjà pas mal. Enfin, c'est pas beaucoup en 30 ans. Ça fait un par an. Vous savez qu'on a arrêté le numéro 2 de la mafia sicilienne, Giuseppe Falsone, à Marseille, que Bernardo Provenzano, le numéro 1 en cavale pendant 40 ans, s'est fait soigner à la prostate dans une clinique privée à Aubagne. C'est déjà pas mal. Éric de Montgolfier.
Vous voulez réagir là-dessus? Je voudrais simplement qu'on soit raisonnable dans nos approches. Non, parce que cette belle terre est une terre de tourisme. Et je crains que les criminels n'aiment également les vacances. Et nous sommes accueillants, y compris pour les criminels. Moi, je ne prendrais pas le pari que séjournant dans un grand hôtel de la région, je ne croise pas des mafieux. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé le moyen de les détecter. Enfin, moi, je ne connais pas. J'ai le souvenir simplement que j'ai participé à Rome il y a quelques années, en tous les cas, avec des procureurs italiens, dont celui de Vintimille, à une réunion, et les Italiens nous disaient « Oui, les Français, vous êtes très tolérants vis-à-vis de la mafia, du crime organisé, vous ne faites rien. » C'est bon, expliquez-moi. Qu'est-ce que vous nous reprochez précisément? Eh bien, il y a des gens de la 'Ndrangheta du côté de Vintimille, on le sait, et ils ont de la famille installée dans la région, etc. Je dis, mais est-ce que cette famille, c'est la mafia, ça a un sens assez large, j'en conviens, mais est-ce que cette famille fait partie du groupement organisé? Je dis, non, mais ils sont susceptibles d'accueillir des mafieux. J'ai bien peur, moi, dans le cadre de notre législation, de rien pouvoir faire sur cette hospitalité. Alors attention, si on a arrêté 30 mafieux avérés en France, c'est pas pour autant que la France ferme les yeux sur la mafia. Vous parlez de Marseille, vous parlez de la Corse, je suis pas sûr, je suis pas du tout sûr que ce soit le même problème. D'ailleurs, qui aujourd'hui pourrait vraiment s'aventurer à donner des explications sur quelque chose qu'on n'a pas résolu? C'est ça le problème, c'est qu'en Italie, on arrive à donner des explications sur ce qui se passe sur les mafias italiennes, et en France, on n'y arrive pas. Alors je ne voudrais pas fuir la question, mais très clairement, ce qui se passe à Marseille et en Corse, c'est la preuve que c'est le crime organisé français qui commande. Les mafieux italiens, quand ils viennent ici, ils se mettent au vert, ils blanchissent, ils font des joint ventures. Tiens, j'ai 200 kilos de cocaïne, on fait un petit tour de table, un clan corso-marseillais, un gang des cités. Ce sont des affaires jugées, tribunal de Montpellier, tribunal de Marseille. Hein. Attention, je ne dis pas des choses... voilà, on fait des joint ventures. En revanche, en France, c'est le crime organisé français qui commande. Donc en Corse, on a 30 meurtres, tentatives incluses, puisque une tentative, c'est un meurtre, par an pour 300 000 habitants. C'est juste un taux hallucinant à l'échelle de l'Europe. Ce qui se passe à Marseille, c'est une guerre au sein des distributeurs de cannabis et de cocaïne dans les quartiers populaires. Et quelques études quand même pointent du doigt l'importance du crime organisé français, les corsos marseillais notamment, plus structurés. Par exemple, basés en Espagne, qui, eux, passent parfois des deals avec les trafiquants marocains et donnent en semi-gros à ces fameux caïds des cités, j'aime pas trop cette appellation, qui après le vendent dans les quartiers populaires et s'entretuent pour des postes de contrôle, ou parfois parce qu'il m'a carotté, ça s'appelle la carotte, il m'a carotté sur la quantité, il m'a carotté sur l'argent, la remise de l'argent. Mais la question, c'est que c'est le crime organisé français, là. Hein. Catherine Peirce, vous avez travailler sur les marchés publics et les politiques. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis quelques années, le politique est moins corrompu et trafique moins sur les marchés publics? Est-ce que vous voyez, là encore, qu'ils sont beaucoup plus raisonnables, comme on le disait tout à l'heure, ces politiques? Alors, bon, si vous voulez, mon expérience date d'il y a déjà quelques années. Et effectivement, c'est ce que je disais un petit peu hier, pour arriver au pouvoir, d'abord, et pour y rester, parce qu'une fois qu'on est au pouvoir, on veut y rester, il est nécessaire d'avoir de l'argent pour se faire élire. Et les expériences que j'ai eues, c'était, comme le disait monsieur le procureur, c'était les pouvoirs politiques cherchaient de l'argent essentiellement où? Dans le BTP. C'était effectivement où dans les marchés publics, mais enfin lié, tout cela étant fortement lié. Alors, qu'en est-il actuellement? Je ne le sais pas, je ne suis plus dans les juridictions. J'ai l'impression, si vous voulez, qu'on juge moins d'affaires de ce type. Et, bon, sur ce qui se passe effectivement actuellement et sur la façon dont l'argent peut-être circule, je ne peux pas vous répondre. Hein. Éric de Montgolfier, vous avez quitté Nice il y a quelques mois. Est-ce que vous diriez que la situation dans le BTP et avec les politiques était difficile? Je me méfie en général des maires grands bâtisseurs.
Parce que le problème, c'est ça. Hein, on le voit à Nice, où on est en train de démolir ce qu'on avait créé il y a bien des années, avec quelques soupçons et quelques bruits un peu avérés, n'est-ce pas, sur les capacités de Jacques Médecin, notamment. Même si aujourd'hui, on lui a consacré un petit bout de terrain, ce qui prouve que les Niçois n'ont pas beaucoup de mémoire, ou en tous les cas, qu'ils ont le sens du repentir. Bien. Je crois qu'il faut en venir à l'aspect des moyens. Aujourd'hui, on en trouve moins, disiez-vous. Moi, je suis assez d'accord. Vous êtes d'accord. Je suis d'accord. Partout, je vois que c'est un peu ça. Alors, il faut avoir une approche assez large, en réalité, de ce qu'est aujourd'hui le système judiciaire, qui a été conduit pendant quelques années à coup de statistiques. Voilà. Il faut de la statistique. C'est une production numérique, en quelque sorte. Donc, si vous n'avez pas intérêt à investir dans un gros dossier. Moi, je vois chez SBC, ça nous a pris des heures et des heures. Dans la statistique de la juridiction, ça fera 1 et jamais qu'un. Donc, ce n'est pas intéressant si je veux me justifier devant l'opinion publique à coup de statistiques. Il vaut mieux se prendre un usager de stupéfiants près de la Fontaine, là, tout près du Palais. Il y en a plein tout le temps. Donc, vous passez, vous en ramassez, c'est bien, ça fait du chiffre. En plus, ça, il y a un taux d'élucidation merveilleux. Vous prenez un usager, ça fait 1. Puis taux d'élucidation, ça fait aussi du 100%. Ouais. Tant qu'on conduira l'action publique à coup de chiffres, on aura ce type de résultat. Parce que pendant qu'on fait ça, et qu'on juge à tour de bras ces gens-là, eh bien, on ne s'occupe pas du reste. Et plus personne n'a envie de s'en occuper. Moi, j'ai un souvenir comme dans le gendarmerie, un jour, que j'avais chargé d'un dossier de tutelle important qui lui a demandé des heures et des heures. Et on a cumulé les pièces. Quand je lui ai demandé de faire son enquête, il m'a dit « Mais, monsieur le procureur, je le fais pour vous parce que ça ne nous rapportera rien. » Voilà. Et bien, le crime organisé, c'est la même chose. Il faut du temps, il faut des moyens. Et de la volonté. Il faut d'une volonté, aussi une volonté politique. Parce que ce sont les politiques qui vont donner à la justice, pas le goût de poursuivre le crime, mais les moyens de le poursuivre. Fabrice Rizzoli, en Italie, il y a eu la volonté et les moyens. Alors, c'est plus complexe que ça. Je vais décrire le système judiciaire et d'attaque au crime organisé et mafia en Italie, en commençant par la magistrature italienne, extrêmement indépendante, parce qu'il y a une histoire. Parce qu'à cause du fascisme, les constituants, dès le début, ne pouvaient pas faire confiance à un État qu'ils savent se comporter en État totalitaire. Et ils ont séparé tout de suite les magistrats du judiciaire. En Italie, les procureurs... On a supprimé le juge d'instruction en 88. C'est possible de le faire en faisant de l'indépendance. Mais il faut assurer l'indépendance si on supprime le juge d'instruction. En Italie, les procureurs sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature. Carrière, notation, etc. Ce qui n'empêche pas les luttes intestines, idéologiques, le panier de crabe, ce sont des humains. En revanche, le procureur italien ne doit pas sa carrière à un homme politique. Ça, c'est très important. Ça s'appelle la séparation des pouvoirs. Deuxièmement, il n'est pas, en Italie, un truc assez spécial qu'on appelle le principe d'opportunité des poursuites en France. En Italie, il y a l'obligation de l'action pénale. Je m'explique dans les faits. Je reçois un signalement de la brigade financière, je suis magistrat, je reçois un brigade. Je suis contraint d'enquêter. Je ne peux pas faire une croix dans un fascicule et classer sans suite. Je suis contraint d'enquêter, de faire des actes. Accessoirement, même si plus tard il n'y a pas de procès, le chercheur que je suis pourra aller voir pourquoi on a classé sans suite. Et regardez jusqu'où ça va. Ce n'est pas le même procureur qui a fait ces actes, qui à l'issue de ces actes peut décider de ne pas poursuivre. On ne va pas poursuivre une maman qui a volé du beefsteak, ça coûte trop cher. On ne va pas poursuivre un politicien dont on soupçonne avec certains éléments qu'il est complice de la mafia, parce que ça peut être un procès très long, coûteux. Il y a des arbitrages, j'en conçois, moi j'en conviens. En revanche, c'est un autre juge qui arrive derrière et qui vient donner l'autorisation de classer ou pas. Ça s'appelle aussi la démocratie, la séparation. Bilan des courses, 3 lieutenants du président du Conseil sont condamnés. Pecorella, Previti et Dell'Utri. Les 2 premiers de manière définitive. Le deuxième, pour complicité d'association avec la mafia, le procès est à refaire, mais il avait été condamné en première instance et en seconde instance. Il y a des éléments en dossier très très forts. Le président de la région Sicile, 5 millions d'habitants, dort en prison. Il est allé indiquer à un mafieux, médecin comme lui,
la bourgeoisie mafieuse, qu'il avait des écoutes au moment de sa sortie de prison dans son domicile. Les policiers, ils ne sont pas fous. Ils avaient mis les écoutes avant que le mafieux ne sorte de prison, ils avaient mis les écoutes chez lui. C'est le président de la région Sicile qui lui a dit qu'il y avait... C'est ce système-là qui permet, en Italie, je sais que ça paraît bizarre à certains, de condamner aussi les puissants et de faire l'exemple. Michel Cotoussi, au-delà de l'Italie, est-ce que vous avez d'autres exemples dans le monde où il y a eu cette volonté politique et judiciaire? Tout dépend où est-ce qu'on est. Et tout dépend si on considère que c'est un problème politique majeur ou pas. Et tout dépend aussi de savoir à quel sujet, avec quel problème on touche réellement. Est-ce que c'est, par exemple, le crime organisé en tant que tel et ses mécanismes de blanchiment? Est-ce que c'est le trafic de drogue? Est-ce qu'il y a des enjeux d'ordre économique majeurs, la contrefaçon et l'implication du crime organisé dans la contrefaçon? C'est-à-dire qu'il y a toujours des raisons pour lesquelles soit on intervient, soit on n'intervient pas. Mais en général, les raisons qu'on intervienne ou qu'on n'intervienne pas, qu'on décide ou qu'on ne décide pas, sont très rarement liées à des questions d'ordre moral ou d'ordre purement anti-mafieux. Nous sommes là, dans le reste du monde, il n'y a pas qu'en Italie, bien sûr, qu'on essaye de régler certains problèmes, ou en tout cas on trouve des réponses institutionnelles. Il y a d'autres endroits, je parlais de la Turquie, en Turquie il y a un réel effort. Il y a des pays pour des raisons géopolitiques et qui n'ont rien de politique, mais qui jouent les uns contre les autres. Je prends l'exemple de l'Iran. L'Iran mène une lutte très efficace contre le trafic de drogue, tout simplement parce qu'il veut démontrer que les Américains ont tort et que les Nations Unies ont raison. Puisque les Nations Unies attaquent l'Iran de ne rien faire sur les drogues et ne ferment les yeux sur ce que fait le Pakistan. Donc, on rentre toujours dans des raisons, des explications géopolitiques qui fait qu'on agisse ou qu'on n'agisse pas. Le problème qui a été soulevé, par exemple, par ce film, il y en a eu un autre sur la 'ndrangheta en Allemagne, c'est que il est évident que le crime organisé, en tout cas le crime organisé italien, réfléchit très bien comment il agit dans chaque pays. Et dans chaque pays, il trouve la faille juridique pour ne pas être poursuivi. La question de la 'ndrangheta qu'on a vue là, dans le film, il y a eu des réactions de la part des juges italiens qui nous disent « vous faites rien ». Et on leur a répondu « oui, on ne fait rien parce qu'on a affaire avec des propriétaires de pizza, on a affaire avec des hommes d'affaires, on a affaire à des gens respectables, peut-être que chez vous ils sont pourchassés, peut-être même qu'ils ont été condamnés. Mais tant qu'ils ne font pas de bruit, ça n'existe pas. » Et là, je rejoins M. Montgolfier. Le crime qui ne fait pas de bruit est un crime qui n'existe pas. Le crime qui fait du bruit, c'est un crime où il y a une pression sociale, une pression sociologique, une pression des habitants qui crée une sorte d'obligation d'agir. Donc, plus on fait du bruit, c'est-à-dire moins on est efficace, et plus on agit sur vous, moins on fait du bruit, c'est-à-dire plus on est efficace, plus on est intégré, et plus on a des relations, et moins on agit. Et ça, c'est un phénomène mondial. Catherine Pierce. Oui, vous parliez des pays qui avaient essayé effectivement d'éradiquer ou de lutter en tout cas contre ce genre de choses. Moi, il me vient à l'esprit l'exemple de la Thaïlande. La Thaïlande et de son triangle d'or, qui était effectivement une grande zone d'activité de la cocaïne et de culture de la cocaïne. Et l'héroïne, pardon. Et oui, du pavot, effectivement. Et là, le roi de Thaïlande, plus exactement sa mère, se sont attaqués au problème. Et il y a eu vraiment un effort pour empêcher cette culture, défricher ces cultures et essayer auprès des populations qui en tiraient effectivement un bénéfice non négligeable et qui n'étaient pas prêts d'abandonner, de leur trouver des cultures qui étaient subventionnées et qui leur permettaient d'avoir à peu près les mêmes revenus. Bon, voilà, alors, je ne sais pas comment ça évoluera, je ne sais pas si on restera, si le contrôle est tel
qu'actuellement ça continue dans ce sens-là. Mais enfin, en tout cas, voilà, ça a été une volonté politique d'agir. Michel Couttoussi, vous complétez? Bon, un petit bémol pour la Thaïlande, ce qu'on appelle les cultures de substitution. La politique des cultures de substitution. Alors, les cultures de substitution posent un problème. Là, on oublie le problème corruption, on oublie le problème insertion des capitaux du crime organisé dans l'économie. On parle maintenant, comment on fait pour qu'il n'y ait pas de bénéfice? Donc, comment on lutte contre les pratiques trafiquantes, les cultures, que ce soit la culture d'opium, la culture de la coca. En Thaïlande, il s'est passé la chose suivante. C'est la même chose qui s'est passé d'ailleurs en Afghanistan et en Birmanie, en Myanmar. C'est-à-dire que vous intervenez dans un espace très précis qui a une raison symbolique d'exister. C'était la région des Hakka en Birmanie. Et puis vous faites votre travail plus ou moins bien, c'est-à-dire vous éradiquez à 80%, et pour faire ça, vous faites quoi? Vous proposez un autre produit, et comme ce produit, bien sûr, il ne propose pas autant de bénéfices que le produit drogue, vous dites, oui, mais entre-temps, je vous amène de l'électricité, je fais des écoles, je construis des routes, je me fais de l'irrigation. Donc le problème sur place est résolu. Mais les autres régions à côté, ils disent, nous, on fait des choses tout à fait légales, on n'a rien. Eux, ils font de la drogue, ils ont tout. Alors, si c'est comme ça, on se met à la drogue. Donc, il y a une sorte d'explosion des cultures de part et d'autre de la frontière birmane dans les régions qui n'étaient pas touchées par la culture de l'opium. Et en Afghanistan, il s'est passé, et dans la vallée au Pakistan aussi, c'est passé exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, chaque fois, chercher le symbole ou chercher l'exemple ou dire nous on est des bons élèves si on n'a pas derrière une pensée bien organisée sur une politique à long terme qui pourrait avoir des résultats plus globaux. Éric de Montgolfier. Il me semble que la lutte contre la criminalité organisée, qui est rarement nationale, je suis déçu pour vous, mais c'est rarement local, c'est très général. Elle se heurte à l'égoïsme des États. J'avais été frappé il y a quelques années, je représentais le ministère de la Justice au sein du Conseil de l'Europe sur un sujet brûlant. Vous savez qu'à cette époque, on avait en Italie procédé à beaucoup d'enlèvements avec demande de rançon. Et on s'était dit, oui, on va prendre le problème par son arrivée. C'est le tuyau. L'argent qui est ainsi produit par le crime, où va-t-il? Donc, on avait constitué un groupe de travail, il y avait des volontaires, des pays volontaires, je veux dire, ils n'étaient pas très nombreux, ce qui était déjà pas très bon signe, mais ce qui est encore plus intéressant, c'était que la majorité était représentée par des États banquiers. Il y avait l'Italie et la France. Nous, on était plutôt victimes, si j'ose dire, dans le débat. J'ai passé des semaines et des semaines au nom de la France, à exiger finalement le contrôle de l'entrée dans les coffres-forts. Je peux vous garantir que ça a été une vraie partie de plaisir. Il y a eu des mots échangés, il y a eu des grandes séquences, mais la résistance des États banquiers est extraordinaire. Et je l'ai rencontré encore récemment dans le dossier HSBC. Où je peux vous garantir que les Suisses ont assez mal pris l'initiative du parquet de Nice consistant à utiliser des preuves qu'ils nous avaient demandées finalement pour démontrer qu'il y avait beaucoup d'argent français, et pas seulement français, un grand nombre d'États, de pays dans le monde qui se retrouvaient dans les coffres de la banque. Tant qu'on n'obtiendra pas. Bon, la Suisse, c'est pas l'Europe, j'en conviens, mais ça reste encore au cœur de l'Europe. Tant qu'on n'obtiendra pas de l'ensemble des pays du monde une approche collective de la répression du crime organisé, vous pouvez être assuré qu'il aura de beaux jours. Fabrice Rizzoli. Alors, Fabrice Rizzoli, et peut-être d'abord Michel Couttoussi sur ce sujet. Il y a une question précise à Fabrice Rizzoli tout à l'heure. Je vais aller tout à fait dans ce sens, dire qu'il y a aussi un effet pervers.
les mécanismes et les lois mises en place pour lutter contre le blanchiment dans les pays du Nord, l'Europe, les États-Unis, puisque c'est un mouvement qui a commencé par là, ont en effet, d'une certaine manière, changé les routes du blanchiment. Et aujourd'hui, on blanchit beaucoup plus dans le Sud. 1, l'appareil législatif n'existe pas. 2, la corruption nécessaire est meilleur marché. 3, la présence de capitaux est beaucoup plus efficace pour contrôler des espaces, des individus ou des mécanismes. Ça veut dire que quand on met en place un système de protection en Europe, on ouvre grandes les portes ouvertes aux blanchisseurs dans les pays du Sud. Et là, c'est beaucoup plus facile pour lui, non seulement d'intervenir, mais d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. Alors, si je comprends bien, cette mafia, on sait qu'elle existe, on sait qu'elle prospère. Si on a un peu de volonté politique, un peu de volonté judiciaire, on la fragilise, on l'affaiblit, mais comment on fait pour toucher directement les mafieux qui sont à l'origine de ces mafias et de ces systèmes extrêmement organisés? Est-ce qu'il y a des solutions réellement? Alors, il y a de vraies solutions. Je n'ose lancer le débat du problème de la prohibition des drogues, qui est le premier facteur d'accumulation du capital de toutes les organisations criminelles. Mais je pense qu'il y a une réflexion à avoir et qu'il existe des exemples dans le monde qui fait qu'au moins on sépare le consommateur de l'acteur criminel. On ne devrait pas être obligé d'aller dans une cité pour se fournir en cannabis. Je passe un message comme ça. Sur les mafieux, comment on fait pour les toucher? Monsieur Montgolfier, monsieur le procureur disait, les Italiens m'ont dit, vous faites rien. C'est parce qu'ils avaient un magistrat en face d'eux, ils avaient envie de se déchaîner. Je les connais, monsieur Cavallone est le procureur de San Remo. Il a pris ma clé USB, il l'a mis dans son ordinateur, il m'a donné une écoute téléphonique de frères calabrais qui font du business légal en France. Vous voyez, à moi, jamais. Oui. Vous avez de la chance d'avoir pu toucher le cœur de ce procureur. Moi, j'ai jamais réussi. Je vous l'envoie. Moi, il me dit qu'il l'a donné aux autorités françaises. Le problème, c'est qu'à l'intérieur de cette écoute téléphonique, vous avez 2 entrepreneurs légaux qui font du business légal. Simplement, il faut les voir. Quand vous dites que les États sont égoïstes, c'est vrai qu'il faut une dimension globale, tout à fait vrai. Mais regardez. Même au niveau national, dans la commission d'Aubert de 92, ils expliquaient qu'il y avait le délit d'association mafieuse en Italie, qu'en 10 ans de pratique, ça avait révolutionné l'approche de la lutte anti-mafia en Italie, et que donc, il faudrait le mettre en place en France. Aujourd'hui, il y a une commission parlementaire européenne qui a commencé à faire des rapports et qui explique que, pour pouvoir lutter efficacement contre la mafia et même ses dérivés, pas seulement la mafia italienne, il faut créer un délit d'association mafieuse, c'est-à-dire le seul fait d'appartenir à une association de ce type doit être condamnable en utilisant la violence, force d'intimidation, loi du silence, pour faire du business. C'est très important. Dans la loi italienne, il y a marqué pour obtenir des avantages, des appels d'offres publics, etc. Cette association mafieuse, je voudrais bien qu'on me comprenne, montre qu'on a fait une enquête judiciaire où on a le mafieux et ses complices. Le banquier, le col blanc, la maman, la cousine, qui a la maison à son nom. Cette association mafieuse permet de déclencher une enquête parapénale de type administrative que recommande la Commission parlementaire européenne et que devant un tribunal administratif, on se concentre non plus sur la dangerosité de la personne, procès pénal, présomption d'innocence totale. Évidemment, on ne va pas mettre les gens en prison sur rien, enfin, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on va se concentrer sur le bien, la dangerosité du bien. Cette procédure mise en place depuis 82 en Italie, aujourd'hui on en est à 11 milliards d'avoirs saisis, 80% sont confisqués définitivement, 80 000 biens saisis en Italie, 15 000 réaffectés. En Italie, on fait des commissariats sur des biens confisqués. La caserne du port de Gioia Tauro, la caserne de la Gare des Finances a été faite sur la villa du clan Mazzaferro inaugurée par le président de la République. Une fois qu'on a fait ça, il faut redonner ces biens à la société civile. Pourquoi? Et là, les Corses, j'espère qu'ils me comprendront. Parce que cette lutte contre le crime organisé ne doit pas être le seul fait du gendarme et du magistrat et du clan. Nous avons notre rôle à jouer. Et la seule manière de le faire, parce qu'on ne va pas donner aux citoyens le droit d'utiliser la violence, la coercition, de mettre les gens en garde à vue. Non. Le seul moyen de mettre la société civile, c'est de lui attribuer des biens qu'il va utiliser à l'intérêt général. J'ai ramené ici un petit pot de pesto au poivron, produit, désolé pour la pub, Liberaterra.
Ces poivrons sont faits sur des terrains confisqués aux mafieux, juste à côté du port de Gioia Tauro que vous avez vu dans le reportage. Ça fait 2 fois en 5 ans qu'ils brûlent le tracteur. Ils ont incendié les oliviers en juin dernier, de l'année d'avant. Ça prouve à quel point les mafieux détestent la confiscation. Ils détestent qu'on leur prenne leurs biens. Les mafieux arrivent devant les magistrats et disent « Monsieur le juge, moi les comptes avec l'État, je les règle avec la prison, à galera. » Parce que la prison, c'est une épreuve de virilité, ça fait partie du parcours mafieux. Pourquoi vous me prenez les biens que j'ai gagnés avec la sueur et mon travail, etc. Comme ça. Et en plus, quand on les redistribue à des fins sociales sur le territoire, le mafieux, il est dégoûté parce qu'il perd son consensus social. En Italie, le musée du jazz à Rome est fait sur une maison confisquée à la Banda della Magliana, qui n'est pas de la mafia, qui est du crime organisé. Juste pour vous dire qu'on peut le faire. C'est dans la commission parlementaire européenne. Alors, monsieur le juge, vous n'êtes pas responsable, ni vos collègues. En revanche, le pouvoir politique aujourd'hui ne peut pas dire qu'il ne sait pas. Catherine Pierce. Juste pour dire qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Fabrice Risoli. Je crois que bon, nous ne sommes pas allés jusqu'à l'association mafieuse. Nous avons le délit d'association de malfaiteurs qui déjà nous permet malgré tout d'attaquer le crime organisé, puisque effectivement la seule appartenance et la complicité dans cette association de malfaiteurs permet que l'on soit poursuivi. Bon, il faut aller plus loin certainement. Et là où je suis tout à fait d'accord, c'est, je pense que la prison, bon, ça les embête, c'est évident, mais c'est beaucoup moins dissuasif que la confiscation des biens. Quand vous allez actuellement, effectivement, bon, puisqu'on peut saisir des biens, on peut confisquer des biens, les saisir, voire les vendre lorsqu'on poursuit des délits qui sont punis de plus de 5 ans d'emprisonnement. Quand vous allez dans une cité et que vous allez chez un trafiquant de stupéfiants et que vous lui demandez la facture là, pour l'écran plat qui est chez vous et qu'il n'y a pas la facture, hop, on le saisit, et la Porsche Cayenne qui est en bas, la facture, d'où elle vient, l'argent, d'où il vient, vous êtes au RMI, au RSA, hein, la Porsche Cayenne, l'Audi A4 là, de votre sœur, qui elle aussi émarge au RSA, et hop, on confisque tout ça, et là, le trafiquant, le caïd de la, bien sûr, le caïd de la cité, il perd son honneur, il perd ce qu'il est, et c'est finalement quelque chose d'extrêmement dissuasif et que je crois il faut absolument généraliser. Donc là, j'ai bien compris. Donc là, c'est le petit dealer de la cité. Mais comment on fait? Est-ce que vous avez des chiffres? Est-ce qu'aujourd'hui, on confisque plus que l'écran plat et l'Audi A4 oui, devant l'immeuble? Absolument, absolument. De plus en plus, si vous voulez, on a quand même, depuis 2010, une législation qui est étendue. On a créé une agence qui est chargée de gérer les avoirs confisqués, et de plus en plus, si vous voulez, cette agence, grosso modo, actuellement, confisque 200 000 euros par jour, arrivent dans cette agence de biens saisis. Bon, c'est pas mal, 200 000 jours. De plus en plus, on confisque des biens immobiliers, des biens immobiliers de grande valeur. Bon, je voyais par exemple que récemment, on venait de saisir et de vendre 2 fonds de commerce à Paris, par exemple, d'une valeur d'un peu plus de 2,5 millions d'euros, à la suite, effectivement, d'une affaire de trafic de stupéfiants. Les 2 fonds de commerce ont été saisis, vendus. Donc, si vous voulez, c'est dans l'air du temps, c'est dans les mentalités. Qu'est-ce qui manque pour que ça aille plus loin? Des équipes, des moyens? Il faudrait peut-être aller jusque ce qu'évoquait Fabrice Risoli, c'est-à-dire la confiscation administrative, peut-être en dehors de toute procédure judiciaire. Donc Fabrice Risoli et puis Éric de Montgolfier. La Porsche Cayenne de la sœur ne pourra peut-être être saisie sous contrôle de monsieur le procureur que pour une autre procédure de non-justification de ressources, etc. Mais elle ne peut pas être saisie au titre de la sœur et complice, parce que nous n'avons pas l'association mafieuse qu'on pourrait appeler association criminelle, c'est pas très grave. Et l'association de malfaiteurs est un délit connexe, on ne peut pas être condamné uniquement là-dessus. C'est très compliqué de faire une confiscation pénale, parce que l'idée c'est ça, parce que le magistrat est contraint, et c'est normal,
de prouver l'origine criminelle du bien. On ne va pas arriver devant les citoyens, tout leur confisquer et leur dire « Non, c'est pas comme ça ». Dans l'association mafieuse, il y a une enquête judiciaire qui a été faite en amont où on démontre que ces gens ont des relations stables, des intérêts économiques communs, que l'un est mafieux, qu'il a déjà été condamné ou pas. Il y a des déclarations de collaborateurs de justice. Et avec cette enquête judiciaire, on arrive à demander aux complices aussi de justifier de leur bien légal. Parce que ce qui se passe en Italie, par exemple, c'est que le Porsche Cayenne a pu être acheté légalement. Il se pourrait même que la sœur possède un compte en banque avec une part dans un café de la zone et qu'elle l'ait acheté avec les bénéfices. Oui, mais on lui demandera comment s'est passé l'achat du café, etc. Et on découvrira que c'est du blanchiment de l'argent de la drogue. Et là, on saisira la Porsche Cayenne, mais je préfère qu'on saisisse des bâtiments et qu'on en fasse des centres culturels. Éric de Montgolfier, les propos, les exemples de Catherine Pries vous ont fait réagir? Non, en écoutant, je me disais, un rêve passe. Expliquez-vous. Parce que on parle de l'association de malfaiteurs. Je peux vous dire, comme procureur, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'essayer de faire tenir ce qui me paraissait bien une association de malfaiteurs. Il faut avouer que nos collègues du siège, qui sont des gardiens vigilants de la loi, en général, nous balayent. Et l'association de malfaiteurs, je peux vous dire qu'il faut vraiment les prendre tous la main dans le même sac pour être sûr de la faire tenir. Donc, moi, je vous assure que j'étais à la Cour d'appel de Paris, où on était peut-être un petit peu spécialisé, association de malfaiteurs et terrorisme. En règle générale, les affaires qui arrivaient devant nous d'associations de malfaiteurs, elles tenaient. Et on les poursuivait comme telles. Je n'en discute pas, je parle de la réalité que je connais, pas de la vôtre. Mais la mienne est strictement différente. Mais c'est vrai que Paris, c'est autre chose, toujours. Allez-y, Éric de Montgolfier. Donc là où je suis, là où j'ai été, j'ai bien vu que c'était difficile. Le délit de justification, de non-justification de ressources, en France, il n'est pas général. Vous ne pouvez pas prendre le petit bonhomme dans la cité, là, qui a une grosse voiture rutilante et autres. Ça ne suffira pas. Il faudra démontrer déjà que c'est lié à un trafic de stupéfiants ou à du proxénétisme. Le législateur a refusé absolument que la généralité d'une telle infraction. Ça va, les Italiens ont une autre législation. Nous, on prouve d'abord et puis on va saisir. Ou ça peut se faire dans le cadre d'une information, etc. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué pour nous. Je suis d'accord avec vous pour dire, c'est peut-être pas la panacée, mais que ça les touche. D'ailleurs, ça doit être un crève-cœur quand on a saisi des grosses cylindrées, Porsche et autres, et on les a remises à la police. Alors vous imaginez le bandit qui voit passer la police dans sa voiture. C'est l'horreur absolue. Donc on a quasiment réussi la moitié de la chose. Et c'est vrai qu'il va falloir qu'on évolue. Mais pardon, je les entends applaudir. Mais moi, je me dis que dans ce pays, il y a quand même un vrai problème. Quand la justice ordonne la démolition de bâtiments pour absence de permis de construire, il faut des années, et tout juste si on ne nous jette pas des pierres, je connais un préfet à qui ça a failli arriver, parce qu'on le fait. Alors, il faut être conséquent aussi. Vous voulez qu'on lutte contre le crime? Cessez de le protéger par faiblesse d'esprit. Alors, c'est la question Fabrice Rizzoli. C'est la question, Fabrice Rizzoli, que je voulais vous poser. En Italie, ça a pris combien de temps avant que ça se mette en place? Et puis surtout que les enquêtes prennent évidemment des mois et parfois des années. Non, mais c'est une très bonne question parce que lorsque je défends le modèle italien, on pourrait tout de suite croire que je tape sur les acteurs français. Par exemple, j'ai déjà des magistrats qui m'ont dit « Ah, mais nous, on fait notre travail et tout. » Attendez. Par exemple, la Grâce, en ce moment, est confrontée quand même à un certain nombre de... Vous rappelez ce que c'est? Ah, excusez-moi. L'Agence de gestion de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, qui a été créée en 2010, opérationnelle en 2011, qui vient de nous produire un premier rapport public, pas comme le Cirasco, qui lutte qui fait de la veille du crime organisé. Et les difficultés sont d'ordre de la confiscation pénale. Et le problème, c'est que si la personne n'est pas condamnée, il va falloir rendre. Et il commence déjà à avoir des voix qui s'élèvent. Et il ne faut pas tirer sur l'ambulance. En Italie, très clairement, pendant longtemps, on a dit la mafia n'existe pas, c'est que des gangsters. Pouf, on a mis le délit d'association mafieuse et la confiscation administrative en 82. Ça a produit ses premiers résultats 4 ans après, avec un grand procès de 575 mafieux, renvoyés devant le tribunal, condamnés de manière définitive en cassation en 92. Et les magistrats italiens, au début, ont dû comprendre le mécanisme, l'apprivoiser, le réformer. Il y a eu des réformes. Ça, c'est tout à fait normal. Malgré tout,
et monsieur le procureur a raison, on est dans une procédure pénale, on ne peut pas s'amuser à condamner les gens sur rien, etc. Je rappelle que la procédure administrative en Italie est basée d'abord sur le fait qu'on a démontré que ces gens appartenaient à une association criminelle, mais on ne va pas tous les mettre en prison. Et deuxièmement, on se focalise sur le bien. C'est la dangerosité du bien, l'autel du mafieux. Et c'est là, par contre, à la personne d'arriver et de justifier l'origine légale du bien. Mais oui, ça a pris du temps. Catherine Pierce. Vous parlez d'une procédure administrative, mais dans laquelle on aurait justifié de l'appartenance au réseau mafieux. Mais qui justifie il y a une... Mais je l'ai dit, il y a donc une enquête judiciaire. Ah, bien sûr. Oui, donc on passe d'abord par l'enquête judiciaire, on démontre la réalité du crime, du délit. Bon... Et à partir de ce moment-là, on part sur la confiscation. On part sur la confiscation, mais le procès... Quelle est la différence par rapport à nous ? Alors, administrative. C'est-à-dire, le magistrat italien fait la poursuite pénale pour ceux qui sont dans l'association mafieuse stricte. Ça veut dire que le magistrat doit démontrer qu'ils appartiennent à la mafia, qu'ils ont subi le rite d'affiliation. Écoute téléphonique, caméra cachée, témoin de justice, collaborateur de justice, enquête patrimoniale. Ça, c'est les mafieux. Mais leurs complices, parce qu'ils se rendent chez l'avocat ensemble, parce qu'ils ont des parts en commun sur des biens, parce que dans les écoutes téléphoniques, ils disent « Oui, d'accord, j'ai déposé l'argent à la banque ». Les complices, on ouvre une procédure parallèle, parapénale, administrative, susceptible de garantie. On arrive devant le tribunal administratif, on a le droit d'être représenté par un avocat, on a le droit à un appel, et un conseil d'État et un retour. Certains biens, parce que là je défends le modèle italien, certains biens mettent 8-10 ans à être confisqués. Le champ où on fait a été confisqué en 1994 et attribué 10 ans après. Ça fait partie des lenteurs bureaucratiques, mais ce n'est pas du tout le même système. Il s'ouvre une autre procédure parapénale administrative. 11 milliards d'avoir saisi ces 2 dernières années. Catherine Pierce, au sein de l'association Transparency International, que vous êtes vice-présidente, que vous présidez, est-ce qu'il y a d'autres préconisations, d'autres propositions qui ont été formulées ces dernières années ? Non, alors effectivement, actuellement, si vous voulez, on travaille beaucoup sur ce problème des avoirs saisis, sur éventuellement surtout sur qu'est-ce qu'on va en faire finalement de ces avoirs saisis, parce qu'en France, c'est bien joli, ces avoirs, on les saisit, on les confisque, éventuellement on va les vendre, et à qui on va les rendre ? Pour le moment, tout ça n'est pas encore résolu, donc si vous voulez, on travaille essentiellement là-dessus, et c'est effectivement une des propositions sur lesquelles nous travaillons. En France, il existe un volet restitution, il ne faut pas non plus être catégorique, sur par exemple le trafic de stupéfiants. Ça peut être donné à la MILT, la mission interministérielle de lutte contre les toxicomanies, et comme vous l'a dit très bien monsieur le procureur, peut être donné à la police. Une fois encore, je n'ai rien contre, surtout qu'on ne me dise pas ça. Mais vous voyez, le côté, la Porsche, ça donne les boules aux trafiquants, la Porsche aux policiers, ça donne les boules. On est encore dans le rapport policier-trafiquant. Où est le rôle de la société civile ? Alors c'est très bien, donnons de belles voitures à la police, méfions-nous quand même, parce que quand la police doit changer un pneu du Porsche Cayenne, elle n'a pas les moyens. Le gouvernement Berlusconi a voulu donner des Maserati à la police, mais rien que le plein, les policiers ont dit on n'en veut pas. Ouais, c'est du véridique. Donc il faut plutôt saisir des biens immobiliers que l'on redonne. La villa du gangster, la villa du trafiquant dans mon département dans le Val d'Oise, saisie aujourd'hui pour blanchiment, doit devenir un centre culturel. On peut aller plus loin, Transparency International, Sherpa. Les biens des dictateurs, des fils de dictateurs saisis sur les Champs-Élysées, là, l'appartement, moi je veux qu'il devienne, les biens mal acquis, je veux qu'il devienne un centre d'accueil pour migrants, sur les Champs-Élysées. C'est si simple, Catherine Pierce ? Est-ce que c'est si simple, Catherine Pierce ? Je ne suis pas sûr que le président d'association des commerçants du Champs-Élysées soit d'accord. N'est-ce pas ? Non, bien sûr que c'est pas si simple. Bon, on a déjà réussi à les faire saisir. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Avenue Foch, avenue des Champs-Élysées, toutes les Maserati. Alors je sais pas effectivement ce qu'on a pu faire des Maserati, des Ferrari, des bons. Peu importe. Les biens immobiliers. Elles sont saisies, elles sont confisquées. Et je peux vous dire que la personne à qui elle a été confisquée, il est devenu foudrage. Et d'ailleurs, on a des représailles en retour. Bon. Quel type de représailles ? Notre président est sous le coup d'un mandat d'arrêt international actuellement, qui a été lancé par la Guinée équatoriale. On ne sait pas très bien sur quel fondement. Bon.
N'empêche que, voilà, quand on est à la tête d'une association et qu'on croit qu'on a fait quelque chose de normal, se retrouver avec ça, c'est pas évident. Bon. Et surtout c'est très compliqué de se défendre contre un mandat d'arrêt international entre pays qui appartiennent tous à Interpol. Mais effectivement, ces immeubles qui sont saisis, et je dirais d'ailleurs que, si vous voulez, c'est assez ahurissant actuellement, parce que finalement, la famille, notamment, je pense à la famille Bongo, on a déposé cette plainte des biens mal acquis contre tous les biens qu'ils avaient à Paris, et puis il y en a d'ailleurs sur la Côte d'Azur. Ils viennent d'en racheter un autre. Un énorme hôtel particulier rue de l'Université à Paris, pour, je crois, une somme avoisinant les 100 millions d'euros, qui sont en train de refaire de façon pharaonique. Donc, bon, c'est presque de la provocation. Vous avez déposé cette plainte, on continue. Bon. Et effectivement, que va-t-on faire de ces biens? C'est là-dessus, effectivement, que nous travaillons, que nous essayons d'avancer. Michel Coutouzi, vous qui avez un regard un peu international au regard de vos recherches, est-ce que vous avez le sentiment, dans d'autres pays, cette question-là a fait partie des priorités des dirigeants? Je crois que ce qu'il faut pointer là, c'est que chacun fait ce qu'il peut chez lui, et en général, il ne fait pas grand-chose. Mais non, on me demande maintenant d'avoir une vision globale, hein, de répondre un peu. Mais le problème est encore plus important une fois qu'on touche la coopération internationale. Il faut bien se dire que le trafiquant, le mafieux, le crime organisé a un regard sur le monde qui est le regard de l'astronaute. Il voit la Terre d'en haut, pas de frontières. Ce qui est important, c'est comment on passe d'un océan à l'autre. Et donc, c'est la sécurité qui prime la distance. Hein, et en même temps, pour lui, ce qui est important, c'est je fais quelque chose ici, et je bénéficie, ce que je gagnais là, je le place là. Donc, il y a toute une série de mécanismes dans le monde de la mafia qui est basé sur le fait que la responsabilité est absolument partagée, diffusée. C'est un peu comme dans la finance, il y a toujours plusieurs éléments pour pouvoir donner la preuve que quelque chose s'est passé. C'est ce qu'on appelle la diffusion de la responsabilité. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est absolument limité dans les problèmes de coopération policière. Je veux dire, la notion, là je vous entendais parler de la notion de saisir un bien. Ben, saisir un bien en Russie ou saisir un bien en Birmanie ou en Thaïlande ou au Laos, c'est pas la même procédure, ça veut même pas dire la même chose. Faire une livraison contrôlée, pour parler de la coopération de la police, c'est-à-dire laisser passer un camion avec de la drogue pour savoir d'où elle part, où elle vient et qui est le responsable final. Quand vous travaillez sur la coopération des polices, vous vous rendez compte qu'il ne donne absolument pas le même sens. Ça veut dire que non seulement il faut, d'une certaine manière, réfléchir sur ses propres mécanismes, mais surtout il faut penser, je crois que c'est ça qui est le plus important, sur la coopération internationale. Et c'est parce que la coopération internationale, c'est qui fait la force, la puissance de la mafia. Je veux dire, c'est ça le centre de son intérêt. Voilà. Éric de Montgolfier, vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure. Finalement, à ce débat, il manque un législateur, il manque il faudrait qu'il soit, les gouvernants. Il faudrait qu'il soit mondial. Ça va, c'est bon? Non. Allez-y. Voilà. Ce que je constate, moi, c'est que les peuples divisent le monde en territoires et que le crime les réunit. Et il ne reste de frontières que pour la légalité. L'illégalité s'épanouit librement parce que les criminels n'ont rien à faire des frontières. Et plus nous sommes divisés dans le monde sur nos procédures, sur nos lois, moins nous réussissons à nous opposer à la criminalité. Alors, je sais bien que j'évoque quelque chose qui tient de la grande naïveté, parce qu'on n'obtiendra jamais ça tant que prospéreront ces égoïsmes dont je parlais. Moi, je pense à la Suisse. Qu'on le veuille ou pas, un des fondements de l'économie suisse sont précisément les banques. Si vous admettez qu'une partie des profits criminels vont dans les banques,
pourquoi la Suisse aiderait-elle les autres pays à lutter contre la criminalité? Voilà. Peuple de tous les pays, unissez-vous. Et c'est sans doute la solution pour lutter contre le crime. Fabrice Rizzoli. Heureusement que Michel est un ami, parce qu'en général, quand quelqu'un me sort le coup de la coopération, je lui parle de cache-sexe pour rien faire. Hein. C'est-à-dire, en général, c'est les politiciens. Il faut renforcer la coopération policière. Mais ils ne font rien. C'est-à-dire, ils ne font pas le délit d'association mafieuse, ni la confiscation, ni le statut de témoin, ni le statut de collaborateur. Ils font rien. Bon. En fait, il a raison. Mais ça revient un petit peu à travailler sur les mentalités. Qu'est-ce qui fait que dans quelques années, des élites décideront que la coopération est plus importante que les égoïsmes nationaux? Eh bien, c'est par la redistribution à des fins sociales des biens confisqués qu'on peut le faire. Parce que c'est le seul outil où on travaille sur les générations à venir. C'est le seul outil où, en Italie, on fait venir des jeunes du nord de l'Italie qui se croient indemnes de la mafia et qui vont travailler les vendanges, la récolte du blé, etc., sur des terrains confisqués à la mafia, qui rapportent leur expérience dans le nord de l'Italie. Il faudrait faire ça à l'échelle européenne, c'est pas très compliqué. Vous faites preuve de grande naïveté quand même. Ben, je vais vous répondre que la Serbie a voté cette loi et que moi, on me dit tout le temps que... parce que alors c'est pire dans les pays de l'Est. Vous leur parlez de confiscation, vous savez très bien ce que ça rappelle. Ça rappelle l'État communiste. Donc les magistrats ils tombent à la renverse quand on leur parle de confiscation. Mais clairement, seulement la Serbie l'a fait. Et le procureur serbe qui passe les colloques avec moi, j'étais à Sofia l'année dernière, etc., il sort le PDF, le PowerPoint, puis il dit « Regardez, on a confisqué déjà tout ça, et aujourd'hui, cette maison qui appartenait à un gangster, aujourd'hui, elle accueille des enfants handicapés. » C'est la seule manière pour que les générations à venir se disent « Pour une fois, le crime ne paie pas. » Pour une fois, le crime ne paie pas. Je vous invite à regarder le reportage sur France 2, donc sur Internet, qui est déjà passé, sur la mafia calabraise. Comme ça, vous aurez des choses sur Menton, mais ce n'est pas le plus intéressant. À la fin du reportage, vous avez 7 minutes sur un père, un curé, qui depuis 10 ans, à la Mezzia Terme, lutte contre la mafia. Il lui tire sur l'église, à la Kalachnikov, etc. Hein. Mais comment l'État a pu le protéger? Il lui a donné un bien qui appartient au clan. Dedans, il y a accueil pour enfants handicapés, accueil pour migrants pour faire de la formation, et une banque éthique. Et ce bien est entouré de tous les autres biens qui appartiennent à la famille mafieuse. Alors il y a deux solutions. Où on dit, il n'y a rien à faire, regardez, les mafieux, ils ont reconstruit un immeuble encore plus grand juste en face. Mais évidemment, mais c'est mieux ça ou rien du tout. Donc Catherine Pires, vous aussi, vous avez encore un peu d'espoir? Oui, heureusement, autrement. Alors, on va terminer ce débat, il reste 50 secondes, en remerciant chacun de nos invités, avant de passer aux questions de la salle, Catherine Pires, Fabrice Rizzoli, Michel Coutouzi et Éric de Montgolfier. Et on va terminer en présentant deux livres intéressants pour aller plus loin. Petit dictionnaire énervé de la mafia de Fabrice Rizzoli, un très bon petit dictionnaire qu'on doit tous avoir sur son étagère. Et puis Crime, trafic et réseau, géopolitique de l'économie parallèle. Donc c'est le livre de Michel Coutouzi et Pascal Pérez, qui est là, je crois, dans la salle. Voilà, on la salue. On va passer désormais donc aux questions de la salle. Je sais qu'elles elles vont forcément être très nombreuses. On va démarrer par ici. Justement. Allez, justement, on démarre tout de suite. Donc Pascal Pérez. Oui, c'était au sujet de l'exemple de la